Ok. Bonjour à tous. C'est le tout premier épisode qu'on enregistre de ce podcast. Et c'est assez rigolo parce que pour un premier épisode, je pense qu'on pourrait pas être plus dans le thème. On n'a pas le son parce que parfois les gens ne se réveillent pas. Donc on n'a pas eu de matériel. On enregistre avec un iPhone et un micro qu'on a trouvé par miracle chez Léa, que je vais vous présenter dans 2 secondes, qui est la sauveuse ultime. Pour vous dire un petit peu, du coup, moi je m'appelle Lucia Passaniti. Je suis actrice et je travaille depuis un petit moment maintenant et je me pose beaucoup de questions. Donc j'avais envie de pouvoir me poser ces questions-là avec vous et qu'on ait des conversations et que vous puissiez peut-être partager ces réflexions avec moi. Je dis n'importe quoi, waouh. Et surtout, on peut tous un peu se retrouver parce qu'en tant qu'artiste, on a tous un peu, je pense, les mêmes angoisses, les mêmes problématiques et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul. Donc c'était un peu l'idée, c'est de rassurer et d'unir. Pour la petite histoire aussi, puisque le principe c'est de se dire que on va mettre les pieds dans le plat et briser les tabous. C'est un des trucs auxquels je tiens pour ce podcast, vraiment qu'il n'y ait pas de tabou. Pour la bonne blague, dans les galères qu'on peut avoir en tant qu'artiste quand on est une femme, il y a le fait d'avoir ses règles. Donc pour le premier jour de mon tout premier podcast de ma vie, j'ai mes règles, j'ai mal et je suis défoncée au médoc. Ça va être un super épisode, les gars. Je suis hyper heureuse d'être là. Et du coup, pour ce premier épisode, j'ai avec moi Léa. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Léa, bienvenue. T'as 25 ans. T'es actrice. Ouais. T'as toujours voulu être actrice. Ouais. T'as un peu grandi là-dedans parce que ton papa, il est acteur. Que t'as toujours vu ça. Que toi, t'étais dans les loges. Que tu voyais le côté un peu fun et cool de la chose. D'aller boire des coups après. De vivre la vie un peu de saltimbanque. C'était ça ton premier amour du théâtre. Après, exactement. Un peu plus concrètement, en essayant de le faire. Et t'as un peu passé par plein de trucs, puisque t'as voulu faire de la prod aussi. Oui, j'ai voulu me dire que, que je pouvais faire moi-même tout ce que je voulais. Et finalement, bon, c'est quand même un peu compliqué. Mais oui, j'ai voulu faire. Mais j'abandonne pas. Ça, déjà, c'est très important. Du coup, toi, si tu devais te présenter, parce que là, j'ai dit quand même très, très, très rapidement, qu'est-ce que t'aurais... Comment tu... présente. Est-ce que t'as des choses à dire? Alors, donc je m'appelle Léa Bienvenue sans E à la fin. Non, mais j'aime bien le préciser. Oui, bien sûr. C'est quand même important. Et alors, je suis comédienne. J'avoue que j'aime bien dire comédienne, parce que je préfère quand même le théâtre. Ok, donc pour toi, il y a vraiment la différence comédienne-actrice. Par exemple, comédienne, c'est théâtre, actrice, c'est image. C'est ce que je me figure. Ok. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que je préfère le théâtre, c'est que j'ai jamais vraiment... fait du cinéma. J'ai juste tourné dans un film quand j'avais 18 ans, mais c'était un film indé, un peu avec les moyens du bord et tout. C'était quoi? Ça s'appelle Juste une mise au point, okay. de Sabrina Nouchi. Et j'étais très jeune, donc j'étais hyper intimidée. J'ai pas du tout kiffé le concept. Donc, je me suis toujours dit que je préférais le théâtre. Peut-être que pas finalement. On sait pas. Mais je préfère dire comédienne. D'accord. Ok. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un peu... actrice, ça fait un peu... Mais je crois qu'il y a des gens qui identifient ça à ça. Je me souviens un jour comme ça, je me suis présentée à une nana qui m'avait demandé ce que je faisais. Je lui ai dit, je suis actrice. Elle m'a dit, ah, toi, t'es actrice, toi. Écoute, moi, je suis comédienne. Et il y avait un truc, elle m'avait vraiment pris comme si je la prenais de haut. Je sais, alors que pas du tout. Mais je pense qu'il y a, oui, peut-être qu'inconsciemment, il y a un peu un truc où tu mets à d'autres endroits. Puis il y a un truc un peu d'assumer aussi. Voilà. Donc, en fait, tu t'assumes pas. Franchement, honnêtement, pas à 100%. Ah ouais. Alors que pour moi, t'es vraiment une actrice. Et sinon, j'écris aussi un petit peu. Tu vois, par exemple, oui. Je trouve que c'est plus simple de dire j'écris que dire j'aimerais bien être scénariste ou j'aimerais bien être autrice. Oui, mais parce que c'est concret, parce que t'es en train d'écrire en ce moment. Donc, tu peux dire que t'écris. Ouais. C'est ça aussi. Voilà. Et vu qu'en ce moment, tu n'as pas nécessairement de travail en tant qu'actrice, du coup, t'as du mal à trouver ta légitimité. Exactement. Donc, voilà, j'écris et... je suis chargée de production pour une boîte de prod qui vient de se monter, qui s'appelle Vivement la nuit, qui a été créée par 2 filles que j'adore, qui s'appellent Nelly Arzoun et Marguerite Thiam, que j'aime trop. Voilà ce que je fais. Et du coup, pour faire un petit retour en arrière, tu peux nous parler de ce que c'était du coup pour toi, un peu ton premier amour avec le théâtre, ces souvenirs d'enfance quand quand tu allais voir ton père jouer, tout ça, tu peux nous raconter un peu ou pas? Bien sûr. Alors mon père, il est donc pour le coup comédien, puisqu'il fait vraiment que du théâtre.
que le théâtre, et auteur et metteur en scène. Et donc, il a valdingué... Enfin, quand j'étais petite, comme il avait pas ma garde exclusive parce qu'il jouait le soir, je le voyais que le week-end. Et donc, il m'amenait dans les loges des théâtres. Donc, soit je restais dans la loge et je faisais mes trucs, soit j'allais derrière le rideau et je le regardais jouer. Et je voyais les gens qui se poilaient. Et moi, je me disais, mais c'est trop bien comme... Genre, t'es payé pour faire rire les gens. C'est quand même... Non, mais quand t'es tout petit, tu te rends pas compte qu'il y a un... Tu dois prendre ton texte, hein. Tu vois juste que t'es sur une scène, les gens se poilent, tu sors, après on allait boire des coups avec ses amis, je m'endormais sur les banquettes et il me ramenait en scooter, donc je voyais Paris. En plus, moi j'habite en banlieue avec ma mère, donc je voyais sur les Paris la nuit avec les gens qui boivent des coups, qui sont chouettos, dans des quartiers en plus... donc il y a des théâtres, donc Strasbourg-Saint-Denis, Pigalle, plein de vies comme ça. Ouais. Et je me disais, mais c'est trop cool comme métier parce que ta journée commence à 17h, tu fais tes petites répètes, tu te maquilles dans ta petite loge, tu bouffes des pâtes de fruits, tu vois. Après, tu fais ton spectacle, tu vas boire des coups et tu te lèves à midi, quoi. Ouais. Ouais, c'est quand même un concept un peu... c'est un concept qui n'a aucun sens. Mais oui, en vrai, ça n'a aucun sens. Mon beau-père et ma mère font pas du tout ce métier, donc je voyais une vie plus classique. Et ça me faisait vachement rêver. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et du coup, après, plus concrètement, c'est en 6e que tu as pris ton premier cours de théâtre. En mode, ok, allez hop, c'est bon, c'est parti, on y va. Ouais, en fait, mon père trouvait que j'étais un peu timide. Ouais. Ouais, il trouvait que j'étais... Mais c'est vrai que j'étais quand même vachement timide quand j'étais petite. Et j'avais fait de la danse avant, de la danse classique, j'adorais. Sauf que je me suis fait un peu emmerder par mes consoeurs danseuses. Parce que j'étais un peu boulette. Et du coup, tu te faisais... Bah oui, parce que ça, en plus, ça, c'est un truc... dans ce classique, ça n'existe pas, quoi. Les formes, tout ça, c'est impossible, c'est terrible. C'est terrible, ça crée beaucoup de complexes. Il y a plein de personnes qui en souffrent très fort. D'accord, donc toi, t'as vécu ça. Ouais, en fait, j'avais un ventre de bébé jusqu'à très tard. Comme ça. Donc j'avais exactement gonflé, enfin j'étais un peu en surpoids, mais j'étais pas vraiment très forte, mais j'avais un ventre proéminent. Et du coup, elle disait que j'étais enceinte. Oh non. Figure-toi. Donc un peu chiant. Donc ça m'a un peu dégoûtée, je me suis un peu renfermée et tout ça. Oui. Et donc mon père m'a dit, mais va faire du théâtre, ça va te faire du bien, tu vas rencontrer des copains, tu vas lâcher un peu les trucs. Et donc, j'ai fait de l'impro et j'ai adoré. J'ai adoré tout de suite. Et je pense que si j'avais commencé par du théâtre où il fallait apprendre un texte et tout ça, je pense que ça m'aurait fait chier. D'accord. À cet âge-là. Ok, oui, le fait de commencer par de l'impro où justement tu te prépares entre guillemets pas. Alors, c'est quand même du travail, mais autrement. Du coup, c'était plus simple et plus accessible et plus instinctif aussi. Mais oui, en fait, ça fait grave appel à ton imagination. Puis les enfants, en plus, enfin, je trouve ça génial parce que j'ai été coach. Enfin, j'ai été avec des petites filles sur un tournage. Et T'as pas pu t'empêcher de mettre les guillemets. La légitimité, c'est un vrai truc, on va en parler. Non, mais t'inquiète. Non, mais parce que coach, c'est un peu... pas à ce stade. Enfin, nous qui connaissons Karine Neris... Oui. Elle est coach. Oui, elle est coach. Mais t'as été coach sur un film. Ça veut pas dire que t'es pas une coach. Je sais pas du tout ce que tu fais, etc. Mais t'as été coach. Oui, voilà. Enfin, tu vois, t'as été coach sur un film. Enfin, oui, absolument. On se comprend. Absolument. Mais oui. Et donc, je me suis rendu encore plus compte que les enfants, ils sont tellement... ils ont aucune barrière que nous, on se met. Oui. Ils n'ont aucun... ils n'ont pas l'impression qu'on va les juger. Enfin, ils s'en foutent, ils jouent, quoi. Ils s'amusent. Ils disent, bon, ça marche pas. Et ben, c'était un peu ça en impro. Est-ce que ça a réparé la blessure qui a été causée par quand tu t'es un peu fait harceler quand tu étais petite, du coup, ou pas? C'est pas ça qui a réparé l'histoire de la danse. C'est pas ça qui... Mais ça m'a aidé à me faire d'autres copains et tout. Et à, pour le coup, enlever cette timidité que j'avais. Ça, vraiment. Mais je dirais que l'histoire de la danse a été résolue par le fait qu'au collège, après, je me suis fait une bande de copains qui me ressemblaient vraiment. Et qui, en fait, je m'en foutais. Oui, du coup, oui, c'est passé. Oui. Et c'est vraiment passé ou tu as dû quand même un peu bosser avec des psys et tout? Oui, j'ai dû consulter quelques médecins de l'âme.
Mais encore maintenant, enfin, moi, je vois des psys depuis que j'ai 13 ans. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. En plus, dans ce métier, c'est important, en vrai de vrai. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, tout le monde, pas que dans ce métier, je trouve que tout le monde devrait avoir des psys. Oui. C'est un peu capital, parce que quoi qu'il arrive, même quand tu crois que t'as pas de trucs, t'as des trucs. Enfin, tu vois, il y a un moment, c'est le principe, on se crée sur des traumatismes, et c'est comme ça qu'on évolue, et que notre personnalité se crée aussi. Ouais. C'est un peu vulgarisé ce que je viens de dire, mais il y a quand même de ça. Et t'inquiète pas, moi, ma première psy, je l'ai vue à 10 ans. Donc, je juge pas, je trouve que c'est très bien. Et au moins, tu règles ta merde. Mais oui, c'est ça. Tu vois, comme une grande exemple de... C'est ça. Aujourd'hui, tu vas bien? Aujourd'hui, là, le jour où on enregistre ce podcast, oui. Ouais. Mais il y a des semaines où je pète la forme. Et la semaine d'après, je me dis, mais qu'est-ce que je fous? Enfin, pourquoi j'ai choisi de faire ça, quoi? C'est quand même... C'est un poids ou pas, parfois, cette angoisse-là? De se dire... ouais. Pourquoi... Oui. Et en plus, étant une femme, même si, bon, j'ai 25 ans, donc ça va, mais je suis plus anxieuse de l'âge, je pense, que mes copines qui font pas ce métier. Oui. Bah oui, parce que nous, on le sent passer, on a une espèce de... Ah ouais. C'est comme une bombe à retardement. On sait qu'il y a un moment où, si on n'a pas été découvert, le fameux truc, on voudra plus nous voir vieillir. Non, mais c'est ça. Non, mais ce principe de faut qu'on nous voit jeunes, très, 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 très jeunes. Et après, vieillir, c'est pas possible. Enfin, c'est possible que si on t'a vu jeune et belle, là, on accepte que tu deviennes plus moche, plus fripée. Exactement. Hein, j'ai mis des guillemets. Vous ne l'avez pas vu, mais j'ai mis des gros guillemets parce que c'est comme ça que les choses sont vues, malheureusement. Et on dit que ça évolue, mais ça n'évolue pas. Pas tant que ça, en tout cas, ou pas assez vite, mais ça va venir, espérons. Puis il n'y a pas beaucoup de rôles de vieille. Hein. Ah bah non, passer un certain âge, de toute façon, tu joues la grand-mère, la mère, la tante. Ouais. Et ta fonction est celle-ci. C'est rarement, ça commence à exister, heureusement. Bah, comme les personnes en surpoids, d'ailleurs. Oui. Ça, j'ai vu L'amour ouf, là, la dernière fois. Je l'ai toujours pas vu. Je te spoil pas en te disant que Mallory Vanek, dans le film, a une meilleure copine. Bah, elle est en surpoids. Et elle est marrante. Bah oui, c'est la meilleure copine. C'est la grosse rigolote. Non, mais... Est-ce qu'on... Et c'est vrai que c'est toujours ça, c'est toujours grosse et drôle. Oui, ah bah bien sûr. Parce que, quand même, faudrait pas la pauvre qu'on pousse. Ah bah non, faut qu'elle ait un truc pour elle, putain. Sur un malentendu, elle chante bien aussi, quand même, tu vois. Et ouais. Et ça me... Et même, tu vois, un film comme Tamara, moi, ça me met en colère parce que... En fait, pour une fois que une personne en surpoids est le rôle principal, elle vit mal. Il y a c'est toujours autour de ça, c'est toujours un souci, c'est toujours... il devrait pas y avoir enfin, bon... Il y a tous les corps, tu vois. Ça me... Heureusement. Tu sens la pression du physique dans notre métier? Énormément. Aussi peut-être parce que je suis une meuf, mais énormément. Ah non, mais c'est... Oui. Mais c'est un enfer. Mais tu développes parfois dans des moments d'angoisse, justement, et de peur quand tu ne travailles pas. Tu développes un peu ce truc de putain, peut-être que si je perdais du poids, peut-être que si j'avais été plus grande, peut-être que si, peut-être que ça. Est-ce que ces choses-là, ça peut devenir un peu des névroses qui prennent de la place? Oui. Oui, parce que, bon, ça, je pense que honnêtement, c'est beaucoup d'ego. Ouais. Mais il m'arrive, je suis honnête, hein, je suis cash. Bah oui, mais c'est... Parfois, il m'arrive de voir des comédiennes, des actrices jouer, où je me dis, ah, tu vois, par exemple, je trouve qu'elle joue pas bien, je comprends pas le concept. Et je me dis, mais c'est vrai qu'elle est magnifique. C'est horrible. Je vois, non, mais je vois. Tu vois? Je vois où tu dis, oui, il y a juste tellement de charisme et tellement de beauté que tu te dis, bon, elle bouffe l'image. C'est pas dingue ce qui se passe, mais elle bouffe l'image. Oui. Et elle est... Et je suis d'accord, il y en a en plus, quand même. Bah ouais. Où tu te dis, putain, quand même. Ma copine, je sais pas, ma copine Angèle, que j'aime beaucoup, elle la fume là-dessus. Elle est trop forte, elle la défonce. Mais l'autre, elle est mannequin, trop belle, des yeux, machin. Et c'est vrai que c'est fataliste de penser comme ça, mais je pense que ça existe. Bah surtout qu'en plus, ça évolue quand même. Je trouve que ça évolue. Je trouve qu'on commence à voir les corps, par exemple, changer au cinéma, un peu plus. Je sais pas si la France, c'est le pays qui évolue le plus vite à ce niveau-là, je suis pas sûre, mais je trouve qu'on voit de plus en plus, même dans les séries et tout, des nanas qui ont des formes qui sont plus comme nous, quoi, plus des vrais corps. Mais quand même, ce truc où on vient, ça fait quand même là des décennies qu'on a mis un idéal féminin
qui est quand même une espèce de tige, une femme qui ne mange pas, qui d'ailleurs pour la plupart sont des femmes qui du coup se rendent malades pour pour accéder à ce truc-là. Est-ce que toi tu penses, du coup, qu'est-ce que tu penses de tout le rapport justement qu'il y a à l'image et les réseaux sociaux, mine de rien, même si j'ai l'impression que tu as deux facettes avec les réseaux sociaux de nos jours. Tu as soit les gens qui dénoncent beaucoup, mais tu te demandes si elles finissent pas par être elles-mêmes, attention, je vais pas me faire que des potes, prisonnières de ce truc-là, où du coup elles sont obligées d'être bien avec elles-mêmes, parce que vu qu'elles dénoncent quelque chose en faisant du body positive, etc., le jour où elles se sentent mal, c'est la fin du monde, elles sont plus à la hauteur de ce qu'elles ont dit. Ouais. Ou les nanas qui sont hyper instagrammables et qui ont des corps de mannequins et qui du coup font rêver toute une génération qui se projette sur un corps qui n'existe même pas, parce qu'en plus c'est souvent extrêmement retouché, ou alors ça va avec des troubles alimentaires. Alors le body positivisme, alors je pense que ça fait du bien à énormément de gens. Ouais. Mais moi, personnellement, ça me fout une pression. C'est horrible. Non, parce que je me dis, moi, par exemple, je me sens pas capable de faire comme elle. Et du coup, t'as la pression d'être... Puis on me dit, il faut que tu te sentes bien, c'est bon. Et puis, t'as 10 kilos en trop, ça va, c'est bon. Wake up. J'ai envie de dire, mais arrête de me chahuter, en fait. Tu me... Arrête. Laisse-moi dans mon truc. Donc, je préfère... Moi, ça me parle plus un film où on voit des corps normaux que des meufs qui disent c'est bon, maintenant, on arrête. On se fout en culotte sur Insta. Mais je pense que ça fait beaucoup de bien, hein, oui. En revanche. Vraiment. Oui, mais tu le sens quand même comme une pression. Moi, c'est ça que... parce qu'on parle de toi. Tout simplement, tu es le sujet de ce qui se passe là tout de suite. Mais c'est vrai que oui, du coup, ça devient une pression aussi. C'est le il faut. Genre, il faut aller bien, il faut être bien, il faut machin, il faut se sentir bien. Mais en fait, il faut rien du tout. Financièrement, comment tu t'en sors? Ah bah, j'ai un boulot à côté. Oui. Bien sûr. Alors, j'ai été intermittente parce que j'ai eu le grand plaisir d'être ouvreuse dans un théâtre qui paye en cachet. Donc, trop marrant, mais bon, 1 000 €, 77 par mois, au bout d'un moment... tu fais pas grand-chose, surtout à Paris. Donc là, j'en suis un peu revenue de l'intermittence. Donc, j'ai un boulot à côté où je suis donc agent de surveillance au musée du Moyen-Âge. Donc, je fais des rondes, j'ai ma lampe torche. Et dans les souterrains. Avec mon ta passion, c'est les souterrains, du coup. Attends, au moins, c'est un taf où t'es quand même peinard. Oui. C'est difficile, hein. Je veux pas décrédibiliser l'emploi. En vrai, c'est assez... Non, mais en fait, tu tournes tout le temps, toute la journée, de 9h à 18h. En vrai, c'est vraiment crevant. Faut être à l'affût des visiteurs qui sont un peu... qui touchent les coffres du 15e siècle, comme ils posent leur sac dessus. Mais il y en a beaucoup qui le font, ça? Énormément. C'est drôle. Ah ouais? Aucun respect. Ils comprennent pas. C'est quand même... Il y a un petit cordon qui... Non, c'est une œuvre, faut pas poser son sac dessus, parce que automatiquement, ça abîme. Mais donc, tu dois être à l'affût et tout. En vrai, franchement, c'est... Je voudrais quand même faire un plaidoyer sur ce métier qui est quand même difficile. Mais au moins, t'es peinard, t'as pas des rendus à faire. Et puis, ça prend pas d'espace mental. Oui. Quand la journée est terminée, donc t'as le temps de faire tes projets artistiques et tout ça. Donc, c'est un bon job alimentaire, je trouve. Ok. C'est le meilleur des jobs alimentaires que tu as eu? En termes de capacité à continuer à essayer de faire ton métier à côté, d'écrire en ce moment, etc., tu trouves que c'est le bon ratio? Je pense qu'en vrai, en termes de place, comment dire, d'investissement et de temps, je dirais que le mieux, c'est d'être ouvreuse. Ouais. Mais là, je gagne quand même mieux ma vie. Donc, je pense qu'en termes de sécurité, je préfère celui-là. Ouais. Mais j'ai été serveuse, fait Madame Arthur, les boîtes de night et tout. Ça, par contre, c'est très, très mauvais plan, si je peux vous dire, en fait. Là, les boîtes de nuit, c'est dur, hein. C'est surtout que t'as ce truc, je sais pas toi, mais je sais que moi, là, toutes les dernières fois où j'ai dû reprendre des boulots alimentaires, à 18 ans, je m'en foutais. Ça, c'était pas un problème du tout de faire de la restauration, de devoir me lever tôt le lendemain. Et même quand il y a une brasserie où je me souviens, on finissait en fait finalement assez vite à 3h du mat, le temps de faire la fermeture et tout. Parfois, j'avais des castings à 9h30 le lendemain matin. C'était pas un problème, quoi. J'avais vraiment le truc de j'ai 18 ans, ça passe. Mais là, moi, plus ça va, plus les moments où je suis en galère et où je dois retourner faire des extras. Mais je suis en PLS si c'est le soir.
J'ai plus la force, j'ai plus envie en plus. Ça me fait chier de sourire aux gens jusqu'à 2h du mat. J'ai pas envie, frère. J'ai envie d'être dans mon lit, d'être tranquille. Je suis là, je te bourre la gueule. Du coup, t'es lourd, tu parles proche. Enfin, je trouve que c'est plus difficile de faire ce genre de métier-là qui, quand on est jeune, nous paraît hyper... Ouais. Et puis, ça décale encore plus, je trouve, des autres. T'as moins de vie sociale. Moi, je trouve ça dur de bosser le soir, en vrai. Et puis, même pour le corps, qui est quand même notre instrument, si je peux me permettre. la prof. Non, mais c'est vrai. Je trouve que quand tu te couches tard, en plus, souvent, quand tu fais des services, tu bois un petit coup après. Bien sûr, tu bouffes de la merde parce que t'as pas eu le temps de bouffer avant. Tu te sens pas bien je trouve que t'es pas bien dans ta peau, quoi. Oui. C'est même pas une question de surpoids. Je parle vraiment d'état mental. Je trouve que t'es pas bien dans tes baskets quand t'as un rythme complètement décalé comme ça. Et quand t'es pas bien dans tes baskets, ça a plusieurs conséquences. Soit moi, j'ai plus envie de rien faire parce que je trouve que je suis une merde. Donc j'ai plus envie de travailler. Oui, du coup, t'abandonnes un peu tout et tu... Je vais être serveuse, ce sera très bien. Ou sinon, tu peux pas te saquer quand tu fais des projets que tu dois, tu peux pas... Tu te sens souvent comme une merde. Très souvent. Non, mais c'est vrai. C'est terrible. Souvent. C'est horrible. Est-ce que de plus en plus? Non, c'est assez linéaire, j'avoue. C'est-à-dire? Je me suis toujours sentie un peu comme une merde. Ça, c'est super. C'est horrible. La psychanalyse. Je suis née, je me suis sentie comme une merde, et puis depuis, selon les jours, il y a une odeur différente. C'est super. D'accord. Ah ouais. Dans le travail, en plus, que là, en ce moment, je travaille pas. Enfin, je travaille, mais je travaille pas. Je travaille pour des projets qui peut-être ne verront jamais le jour. Ouais. Là, c'est très... Puis j'ai 25 ans, quoi. Faut y aller. Là, ma mère, elle m'a encore fait un plein de courses il y a pas longtemps. Ça fout les boules. Ouais, franchement, ça fout les boules. Et là, le fait d'oser, parce que c'est nouveau un peu, là, ce projet d'écriture, le fait de... T'es en train d'écrire un court-métrage. Oui. C'est ça. Donc, même si c'est dur et que t'as toute cette partie d'angoisse-là, est-ce que le fait d'y aller, de le faire, de te bouger, ça, t'as pas quand même une partie un peu en toi, une petite partie d'ego qui dit « Ah putain, c'est cool, j'y vais ». Si, genre un peu de fierté quand même. Si, en fait, de terminer quelque chose. Ouais. Ça fait putain. C'est dur dans notre métier, ça. Souvent, on dit « Ouais, je vais faire ça ». Et voilà, exactement. Non, mais c'est trop ça. Et là, d'avoir terminé, même si le truc est pas... on n'a pas tourné, il est pas... voilà. Il est juste... j'ai fini de l'écrire, mais le taf d'écriture est fini. Donc, même s'il voit pas le jour, bravo, le truc est dans mon ordi et il est terminé. Donc, c'est trop bien. Et que les gens y croient suffisamment. Mathis Raymond, qui va réaliser le film, qu'il y croit autant et qu'il ait envie de travailler dessus et tout ça, alors qu'il a fait que des projets qu'il a lui-même écrits. C'est difficile de... En fait... Oui, tu mets deux esprits complètement différents. Non, normalement non, mais tu dois tu dois réussir à mêler deux univers et que... Ouais. Et puis, il y a beaucoup de réels qui veulent réaliser que leur truc, que ce qu'ils écrivent. Après, il y en a aussi de plus en plus, je pense que j'ai l'impression qu'on commence un peu à s'ouvrir au fait qu'il y en a qui aiment juste écrire et d'autres qui aiment juste réaliser et qu'on n'est pas obligé de faire les deux. Toi, t'as pas du tout envie de le réaliser. Ah non, mais j'ai pas envie de réaliser tout court. Non. Ça t'a plu d'écrire? Ah ouais, j'adore. Du coup, t'as déjà envie d'écrire d'autres trucs? Oui. Oui, tu sens que ça va. Ah ouais, je sens que j'ai ouvert une porte. Ok. Donc, d'où le fait de tout à l'heure, au tout début, de dire j'écris, mais de pas encore oser dire j'aimerais être scénariste. Mais en vrai, le fond, c'est que tu sens de plus en plus que t'as envie d'écrire. Ah ouais. Et t'envisagerais, par exemple, de faire, parce que t'as quand même ta intermittente et tout, t'as peut-être encore des droits à l'AFDAS, de faire, par exemple, une formation d'écriture? J'ai plus le droit à l'AFDAS parce que j'ai fait un stage, j'ai grillé mon truc avec un stage qui m'a pas du tout plu. Un truc d'agent, là. Ah ouais. C'est horrible. Ça sert à rien, en fait, ces trucs-là. Alors, vraiment, si je peux donner... Non, on est là pour je partage mon expérience. Bah oui, on est là pour ça. Les trucs, les rencontres agents, là. Alors, peut-être que ça marche sur une personne, sur un groupe de 47. Mais honnêtement, l'épreuve d'arriver avec sa petite scénette, avec des gens que tu connais pas, devant un agent qui va dire ouais, non, et qui viennent surtout pas vraiment, ils le disent en début de stage, on vient pas pour trouver des talents. Donc là, ça te calme, je dis ah bon, je pensais que... Parce que moi, j'ai payé 2000 balles pour ça. Je comprends pas, dans ces cas-là, je comprends pas le concept. Franchement, c'est hyper difficile. Puis les gens, et puis c'est pas du travail. Oui. Comme avec des directeurs artistiques et tous, des directeurs artistiques, le casting, où ils te font travailler. Où tu t'en fous de pas être repéré parce qu'en fait, t'es là pour bosser, quoi. Là, c'est vraiment, tu fais ta scène, le gars, tu lui plais ou tu lui plais pas, quoi. C'est dur, C'est dur. Puis les gens se regardent, les gens se matent. Ouais. Tu sens la compétition? Ah ouais. Ah, moi, je l'ai vachement senti.
Et puis du coup, ça te donne pas envie de passer, ça? Ah non, pas du tout. Bah, je levais la main pour passer en premier, comme ça j'étais là. Oui, c'est fait. Où tu te jettes à l'eau et au moins comme ça, après, t'as plus de... Ouais, d'accord. Et ça, t'as pu te renseigner, par exemple, ce stage-là que t'avais fait toi, si t'avais pas eu l'AFDAS, combien ça coûte? Ça coûte une blinde. Ça coûtait, je sais pas, 1005 pour 8 jours. Ouais. C'est super, 1005. C'est énorme, c'est du vol. 1005 pour un groupe de combien de personnes? Nous, on devait être peut-être... Je vais vraiment pas me faire des potes avec cette conversation. Non, mais en même temps... c'est la réalité. Je crois qu'il y a plein d'acteurs de casting et tout qui refusent de le faire. Parce qu'ils adhèrent pas au concept. Dans mon école, on avait fait une rencontre avec une nana qui a dit moi, je le fais pas parce que je trouve que c'est... J'aime pas du tout le concept de payer pour rencontrer des gens. Ouais. En fait, ça va si effectivement, quand c'est les organismes qui sont finançables par l'AFDAS, et c'est quand même la plupart du temps, c'est quand même rare en réalité que t'en aies qui payent de leur poche, quand même, pour redorer, parce que là, on est en train de défoncer un truc où il y a quand même aussi quand même un peu de monde. C'est vrai que si t'as l'AFDAS et que tu ne le payes pas, et c'est le bon côté, les bonnes choses avec des droits qu'on a en France et aussi de l'intermittence et de toutes ces choses-là, il faut qu'on se batte pour, parce que ça risque de disparaître. C'est qu'on a le droit à des formations, et c'est vrai que si tu le payes pas parce que t'es intermittent et que du coup tu peux une fois par an te permettre de faire ce genre de choses, c'est pas si mal. Mais si tu dois sortir de ta poche 1500 € pour 8 jours qui vont en plus pas servir à grand chose. Oui. Et puis, je pense que déjà, pour avoir l'AFDAS et pour être intermittent, il faut... Oui, il faut charbonner. Faut déjà... Enfin, ça veut dire que déjà, même si t'en vis mal, hein, on va parler français, t'en vis un peu. Oui, t'as quand même un pied dans le métier, t'as quand même un bout déjà de quelque chose. Et toi, par exemple, t'as vraiment eu ce truc-là, d'ailleurs, où t'as plus envie de te battre pour avoir l'intermittence. Parce que ça aurait pu être une possibilité, t'aurais pu courir après les cachets. Oui, mais en fait... Je trouve que c'est... Enfin, de courir après les cachets pour faire des figures, pour à la fin avoir une intermittence ridicule, je préfère faire mon intermittence parce que je tourne dans quelque chose que courir après. Je préfère prendre un job qui me permet de vivre normalement et attendre un projet que j'aime vraiment plutôt que de me dire non, je vais me faire un truc, un indicateur avec une perruque sur la tête. Non, mais... C'est pas du tout. Imaginé, pardon, je t'ai vu. À côté du buffet. Un buffet de la journée. Terrible. Et tu vois les acteurs à 10 mètres. C'est quand même... c'est dur, pour toi, la figure. Moi, j'ai jamais fait de figure. T'en as jamais fait. Ok, oui, mais tu t'en fais une image. Mais mes amis m'ont raconté. Puis il y a plein de gens qui veulent pas tous faire ce métier. Oui. Qui font des figures en disant je vais rencontrer Yvan Attal. Alors que le gars, il a 50 mètres et il a pas eu de... c'est super drôle parce que t'en as qui sont vraiment figurants professionnels. C'est leur vie, quoi. Ouais. Et c'est très drôle parce qu'ils viennent te voir. Moi, il y en a où j'ai mis un peu de temps à capter. Tu sais, qui viennent te voir et qui disent ouais, j'ai fait un film avec tac, et qui disent plein de noms de ouf, qui disent des films d'ouf. Et t'es là, genre, oh waouh. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait, c'est de la figure. Ouais. Et t'es là, genre, ok. Ah, okay. Bon. Et en fait, c'est un drôle de monde. Non, mais. On a défoncé des trucs comme ça. Non, mais enfin, je casse pas du tout les figurants, mais je sais que moi je le vis, je serais pas à l'aise. Ouais. Je serais pas à l'aise avec ça. Est-ce qu'il y a des événements, des souvenirs un peu marquants dans ta vie d'artiste, des moments, je sais pas, un ou plusieurs souvenirs, tu vois, comme tu nous racontais de quand tu voyais ton père sur scène, etc., des choses qui ont vraiment marqué ta sensibilité d'artiste et qui ont des tournants, des moments un peu importants. Elle est claire, cette question, ou pas? Oui. Le spectacle de fin d'année de mon école. Ouais. Qui est donc l'école Jean Périmoni. On jouait au Théâtre Actuel La Bruyère. Ouais, classe. Super beau. Super classe. Stylé. De ouf. Et on faisait des scénettes. Et dans une des scènes dans lesquelles je jouais, il y avait une scène, c'était... Bon, là, je vais pas me faire des copains. C'était Adultère de Woody Allen. Bon, écoutez, on fait... Vous avez pas vu? Vraiment, Léa, elle m'a regardé, genre, je suis désolée. Non, mais c'est vrai. Mais ils sont... En fait, ils le sont tous. C'est quand ça devient compliqué, putain. C'est quand même hallucinant. Non, mais sans déconner. Donc bon, écoutez, on fait avec ce qu'on a. Et donc, je faisais cette scène-là. Et je jouais avec une amie que j'adore qui s'appelle Marie. Et les gens étaient MDR. Vraiment, ils riaient à chaque réplique qu'on faisait. Et je ne savais pas à quel moment je devais attendre les rires passer.
Et mais j'avais la banane. Et quand je suis sortie, d'ailleurs, ça fait écho au souvenir de mon père. Ouais. J'ai dit, putain, les gens se sont marrés. Et c'est moi qui ai c'est moi qui ai créé ça. Non, mais c'est... Ouais, t'as pris ton kiff de putain, je fais rire les gens. Ah ouais. Et quand je suis sortie, l'adrénaline, je veux faire ça tous les soirs. Vraiment, tous les soirs, je veux faire ça. J'ai trop aimé. J'ai trop kiffé. Et puis, après, c'est plein de petits bonheurs. Tu vois, même les cours de Karine. Ouais. Parce qu'on était en coaching ensemble. Oui, on était dans un groupe de coaching organise. Bon, que manage. Voilà, en tout cas, voilà, Karine Neris, qui est juste la meilleure coach de France, on va pas se mentir, qui est trop bien. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et c'est vrai que c'est un kiff ultime. Toutes les semaines, on a la chance de pouvoir jouer. Ouais. Rien que ça, c'est énorme. Ça te manque. Mais ça oui, ça me manque parce que j'ai quand même joué des scènes que j'aurais pas... Enfin, tu prends des risques, quoi. Bah oui. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait une école qui dure toute la vie. J'aimerais trop. Ça, je t'ai un peu posé la question tout à l'heure, mais concrètement, ça t'arrive de vouloir abandonner? Genre là, par exemple, quand t'as pris ce nouveau taf au musée, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, oh, vas-y, c'est bon, j'en ai marre, je vais passer à autre chose, quoi? Pas vraiment. Ah, j'aime bien ça. Sur le moment, je chiale un bon coup et je me dis, je suis une merde, la classique. Le fameux. Mais l'heure qui suit, je me dis, non, mais attends, il y a un truc à faire, non. Mais je pense que ce qui est le plus difficile, c'est quand tu passes des moments où tu vas voir une pièce qui te marque ou que tu fais une soirée avec des comédiens qui jouent et qu'après tu retournes au musée le lendemain. Ouais. Tu dis, ah ouais, donc en fait, j'y suis pas du tout. Okay, et c'est ça qu'il faut un... Oui, tu te prends un peu des claques de retour à la réalité Et ça, est-ce que ça te donne... C'est des moments qui te donnent quand même aussi un peu la niaque ou est-ce que juste c'était une merde? Quand je vais voir des pièces ou des films qui me marquent, ça me donne la niaque. Mais quand je fais des soirées, parce que on va pas se mentir quand même, quand on se retrouve entre comédiens, c'est terrible. C'est quoi toute son actu? Mais du coup, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Et ça, c'est vrai que je parle pas des amis où ça m'intéresse vraiment de savoir ce qu'ils font et tout ça, mais souvent, même des gens que tu connais pas vraiment, ils te font instinctivement quand même un peu leur CV avec un ginto dans la main. Oui, parce que toi, tu avais fait, d'ailleurs, oui, parce qu'on n'a pas assez parlé on n'a pas tant parlé de ton parcours que ça, finalement. Tu as fait un bac ES. Ouais. Et après, tu as fait une formation pour être productrice, justement. Tu avais commencé par te dire, bon, bah, du coup... Voilà. Ouais. J'avais fait ça. J'ai fait une formation dans une école qui s'appelle l'école W. Et au sein de cette école, on pouvait candidater sur dossier, lettre de motif, notes, bulletin et tout, à une formation, une académie, qui s'appelle l'Académie Cinéma et Production d'HEC. Ok. Wow. Donc j'ai été prise, j'ai fait ça. T'as fait HEC? J'ai fait une académie, c'est un espèce de truc de 2 mois où tu rencontres plein de producteurs, et t'as des masterclass et tout ça, des cours avec des gens. Il y avait Pascal Cocheteux de Why Not Production, qui est une énorme boîte de prod, la productrice de TF1 et tout. Et en fait, dans ce stage, il y avait aussi écrire un court-métrage et le réaliser en équipe. Et j'ai préféré faire ça, quand même. Bah oui. Même si j'ai trouvé ça passionnant, la prod, parce que moi, je pense que quand même, il faut savoir un peu, quand tu veux faire ce métier, je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que, par exemple, si tu as un court-métrage, ça sert à rien d'envoyer des mails avec des nouvelles photos tout le temps, tu vois. Oui. Un truc de... En fait, ils vont pas... c'est horrible de dire ça. Mais je sais pas si je peux le dire. Mais dis. En fait, les grosses boîtes de production, ils reçoivent, je sais pas, peut-être 50 mails de propal par jour. Oui. Donc, s'ils te connaissent pas, ils vont lire en diagonale. Ils vont lire. Les stagiaires vont lire en diagonale. Et ça va... Il y a très peu de chances que ça atterrisse sur le bureau du producteur. Même si le scénario est trop bien, que ça vaut la peine que cette histoire soit racontée, soit produite et tout, ça va être hyper difficile. Donc, c'est là où j'ai compris, ok, donc faut viser les jeunes boîtes de prod, faire des trucs comme ça, et après monter ou créer sa propre boîte de production, parce que c'est pas si... c'est une entreprise, mais c'est pas si difficile que ça.
Mais j'ai quand même préféré écrire le court-métrage. Le court, quoi. Donc, tu as réalisé un court-métrage? Non, j'ai écrit le truc. Ok. Et j'ai été première assistante sur un autre. D'accord. En fait, c'est des équipes et on se refilait. Oui, et chacun faisait un poste, machin, etc., etc. Ok. Et donc, après ça, j'ai fait mon école de théâtre. Et tu avais choisi, d'ailleurs, ça j'aime bien cette histoire, donc tu as fait Périmonie. Ouais. Parce que tu as vu que Bakri avait fait Périmonie. Oui. Et du coup, tu t'es dit, je vais là-bas. Ouais. C'est un de mes acteurs préférés. Ouais. Et en fait, j'ai un peu regardé toutes les écoles. Et le site de Péry avait un trombinoscope. Les acteurs qui sont passés par chez nous. Et évidemment, ils l'ont tous. Hein. Toutes les écoles ont ce trombinoscope. Voilà. Pourquoi vous devez payer 4 000 €? Voilà. Ils te disent pas, par contre, si l'élève est passé 2 semaines ou 4 ans, mais ouais, exactement. Là. Exactement. Et en fait, j'ai vu Jean-Pierre Bacry et j'ai dit, c'est là. Enfin, faut que j'aille là. Et franchement, je regrette pas parce que t'as été heureuse là-bas. Oui. Et puis il y avait en vrai, il y avait aussi des amis de mon père qui étaient passés par cette école, qui maintenant jouent dans des pièces que j'adore, genre Nicolas Lombreras, toute la troupe à Palme. Pareil, un autre. C'est dingue. Tu pouvais finir du coup le nom. La troupe à Palmade. Mais je vais dire le nom parce qu'en vrai, c'est un travail collectif des acteurs, donc je vais pas. Surtout qu'en plus, c'est pas parce que lui, il est très fort dans la colle que les autres sont. Ils ont écrit aussi, ils jouent trop bien. Enfin, j'adorais ça. Je regardais vachement quand j'étais ado leurs sketchs et tout. Et ils étaient presque tous passés par Péry et je me dis trop que je fasse cette école. Et est-ce que tu penses, d'ailleurs, en parlant des écoles, que c'est un mythe ou une réalité, ce truc il y a beaucoup d'écoles où tu as des coachs et des professeurs qui sont abusifs avec leurs élèves, qui poussent dans la douleur et qui traumatisent un peu et qui cassent les élèves de théâtre? Oui. Oui, parce que... alors, question marrante, parce qu'on en parlait avec mon amoureuse Lola, qui, elle, a fait une prépa concours de l'école nationale. C'était bien, ça? Elle a adoré. On recommande ou pas? On recommande. On recommande. Ça s'appelle la MC 93. Elle a adoré. Et elle avait une professeure honnêtement brillante, très, très forte. Mais qui, elle est vraiment dans le travail, très, poussée à appeler le soir, les week-ends et tout ça. Donc, Lola, ça lui correspondait très bien parce que elle, ça marche comme ça. Okay. Elle tire des meilleures choses comme ça et ça la fait pas souffrir. Oui, elle lui laisse pas de plume et par contre, ça la pousse, donc pour elle, ça va. Voilà. Mais typiquement, dedans, je te dis stop. Je te dis non, là, je m'amuse plus. Ouais. En fait, moi, je vis vachement le truc comme un. Oui, toi, il faut que ça se fasse. Bah oui, mais ce qui est vrai. Et toi, si tu perds le côté amusement, ce métier n'a plus aucun sens. Ouais. C'est vraiment, on est quand même. Le principe, c'est qu'on joue, quoi. Tu vois, non, mais c'est ça. Enfin, je trouve que le terme qui a été choisi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a du sens dans le côté un peu enfantin de la chose, quoi. Non, mais exactement. Quand ça commence à... anecdote d'une prof de Péry qui, un jour, me fait recommencer une phrase inlassablement et tout. Donc, je commence à chialer. Et je lui dis, là... il n'y a plus rien à tirer, j'arrête. Il me dit non, c'est là, limite, c'est là où ça. Oui. Je dis, ah non, en fait, là, c'est pas le personnage qui pleure, là, c'est vraiment moi qui pleure. En mode, là, je suis fatiguée et puis ça me fait chier. Donc, je vois pas le. Mais ce fameux truc dont on nous pousse à bout. Pendant longtemps, il y en a beaucoup qui. J'ai l'impression que, pareil, ça fait partie des choses qui changent. Dans ce cas, heureusement, il n'y a pas que cette méthode-là. Mais où il y en a beaucoup qui pensaient que pour jouer, il faut souffrir, quoi. Et où, du coup, c'est hyper OK de taper sur des élèves qui sont toujours hyper jeunes, parce que Pérémonie, t'avais quel âge? 20 ans. Ouais, voilà. Ouais. Et elle a entendu que tu voulais arrêter ou pas? Ou t'as continué ce jour-là? Et t'as continué? Je me suis arrêtée et j'ai regardé... Bon, j'ai un peu fait culpabiliser les autres, mais en vrai, j'ai regardé les autres élèves qui étaient donc avec moi quand même depuis 3 ans, en disant, mais personne ne dit rien, là. Ouais. J'ai un peu pris... Donc, j'ai été un peu... Mais en même temps, en fait, ça me... T'imagines, tu chiales... devant la prof qui t'en met plein la gueule et tous tes comparses qui sont devenus des copains parce qu'ils étaient hyper gênés, mais ils disaient rien. Oui. En fait, ça passe par là. En fait, ça commence ici. Puis là, je veux dire, il n'y avait pas Donc, t'as pris à partie, t'as osé le faire. Oui. Et alors?
Et alors, les gens étaient gênés, mais ils n'ont rien dit. Donc, j'ai arrêté après. Mais T'as quitté l'école? J'ai failli, après cette épopée, partir. Et en fait, c'était 2 mois avant le spectacle à la Bruyère. Et pour Marie, avec qui je partageais la scène, j'avais pas envie. En fait, elle avait trop travaillé sur cette scène, j'avais pas envie de la lâcher. Mais je faisais mon truc et comment dire, je recevais plus ce que me disait la prof. Ouais, d'accord. Oui. J'étais complètement. Oui, mais du coup, t'as réussi. Et du coup, t'as quand même réussi à te protéger. C'est-à-dire que t'as mis la distance qu'il fallait pour réussir à rester là, continuer à faire ton truc. Parce que j'imagine qu'en plus, t'avais pas que cette professeure-là, et que t'avais aussi des professeurs qui te plaisaient dans cette école. Qui n'avaient pas que du vétérinaire. Sinon, tu serais quand même pas allé au bout pendant 3 ans. Donc tu t'es protégée, t'as pris la distance qu'il fallait pour quand même réussir à aller au bout et faire son truc. Et d'ailleurs, prendre ton kiff, puisque t'as kiffé de ouf au final. Si t'as un conseil à donner à des jeunes, ou pas si jeunes d'ailleurs, mais à des gens qui veulent se lancer, être acteur, ce serait quoi? Ne pas... Je pense que c'est hyper dur d'être que acteur. Je suis d'accord. Je pense que si t'attends qu'on t'appelle... Alors, ça peut, hein, mais je pense que c'est une grande source de souffrance et de non-confiance en soi. Parce que quand même, malgré tout, c'est quand même 90% de non. 30% oui. De 5% de oui, ça compte peut-être. C'est vrai, parce que le 90-10%, le 10% de oui, il est waouh! Ouais. Pas pour 2%, c'est beaucoup de peut-être, ou oui, bah tu m'enverras ta bande démo demain. Bon. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment soit écrire, soit réaliser, ou faire, je sais pas, une troupe, mais proposer soi-même des projets, parce que sinon, je pense que tu le vis très très mal. Ouais. Honnêtement, ça me paraît... Sauf si, effectivement, tu connais déjà... tu peux avoir accès à des castings facilement, bon, pourquoi pas. Mais je pense que c'est pas la majorité des gens. Donc, je pense qu'il faut quand même faut écrire des trucs. En plus, là, avec les réseaux sociaux, ça marche quand même vachement comme ça. Putain, la vieille. J'étais comme ça. J'ai mis le téléphone. T'as 80 ans, là. J'adore. Mais t'inquiète. Non, mais je pense qu'il faut... Oui, maintenant, tu peux être juste dans l'action et faire des trucs et... Ouais. Je pense qu'il faut faire et être habitué. En fait, se lancer et, proposer à plein de gens, au risque que ce soit non, mais être habitué au non, tellement habitué que ça te... Que ça fait plus rien. Voilà. Ouais. Oui, d'en prendre tellement qu'au bout d'un moment, le non, ça devient normal et c'est pas très grave. Exactement. Ouais. J'avais une coach qui me disait un truc super, je trouve qu'il y a un super truc à appliquer. Je sais pas ce que t'en penses, toi, qui me disait une bonne nouvelle, c'est 5 minutes, et une mauvaise nouvelle, c'est 5 minutes. De l'appliquer exactement de la même manière, on s'en fout. 5 minutes. Ouais. C'est toi qui me disais, je sais plus si c'était toi. Ma grande sagesse. Mais oui, je crois que tu m'avais... Mais oui, tu passais un casting pour un truc un peu dark. Tu faisais une mère... Non, pas une mère. Ah si, la série, là. Oui. Un truc un peu profond. Et t'avais passé le truc et je t'avais dit alors quand c'est passé, ah bah c'est fait, j'oublie. Ouais. Et je pense que c'est autre chose. Ouais, je pense que c'est une bonne manière de voir le casting. J'ai des questions un peu intello maintenant. Qui m'auto-saoulent quand je les lis, mais on va voir ce que ça donne. Pour toi, le rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui avec l'art, c'est quoi? Est-ce que ça fausse les choses? Bah, je pense qu'on est encore dans ce truc d'actu. Hein. Comment dire? En fait, ça dépend comment tu l'utilises. Je pense que quelqu'un qui fait des figures, par exemple, et qui met des photos sur le tournage de trucs avec la caméra derrière et la foule comme ça, oui, ça fait... Je suis un peu dans le monde du cinoche. Donc oui, en fait, c'est que... Est-ce que l'objectif des réseaux sociaux, est-ce que c'est de dire « je bosse » ? Oui. C'est ça l'objectif du réseau. Ah non, mais je sais pas, il n'y a pas de... Moi, je sais que mon compte, mon compte, par exemple, Instagram. Oui, toi, t'as décidé d'avoir un compte privé et moi, que ce soit... Moi, il est privé parce que je sais... En fait, je ne sais pas l'utiliser comme objet vendeur, donc je préfère ne pas essayer plutôt que ce soit ridicule. Parce qu'il y a beaucoup, c'est quand même... ça peut... c'est... La ligne non, mais fine, franchement, c'est... Ou alors reposter. C'est une pente hyper glissante. Mais tout comme d'ailleurs, quand tu te rends compte, il y en a effectivement, t'as l'impression qu'ils bossent tout le temps, et quand tu te rends compte qu'en fait, ils ont posté 15 figures comme si c'était des rôles où tu te dis, oh merde. Mais je trouve que c'est un objet aussi de je suis pote avec truc.
Moi, je vois plein de copains qui repostent des actus de gens qui travaillent. Genre, bravo, genre, c'est mon copain. Ouais. Ça, c'est aussi la grande tendance. C'est, on parle de quelqu'un, on dit, ah bah oui, bah, c'est un ami. Alors qu'il l'a croisé 2 secondes. Non, mais et je trouve que les réseaux sociaux, c'est une arme à je suis implantée, je connais les gens, voilà mes actus, machin, qui peut être en vrai, pourquoi pas intéressante, mais moi je sais tellement mal l'utiliser. Tu peux juste reformuler, juste pour que je fasse une phrase. Je te pose la question. Oui, mais reformuler. On te dit que ça fausse, c'est-à-dire que ça montre une image de toi qui n'est pas la réalité. Ça, c'est à tout, ou le rapport à l'art en général, parce que c'est du coup, comment dire, c'est-à-dire que avant, par exemple, parce que là, t'es actrice, donc on reste vraiment sur là-dessus. Avant, les réseaux sociaux n'existaient pas, donc un acteur, c'était sa carrière pure et dure. Alors que maintenant, tu peux avoir les réseaux sociaux qui vont arriver avant la carrière, avant de faire des films, etc., et qui vont finalement la carrière va se construire grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais donc du coup, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, et où est-ce que ça... Pour moi, il y a la chose positive de ça pour moi, c'est que je trouve que c'est de plus en plus difficile de faire des films. Parce qu'il y a moins de thunes et parce que tu peux pas être personne et faire un film direct. Je trouve que c'est une personne sur 100 000. C'est très rare. Donc là, de faire soi-même, soit ses sketchs, soit ses formats courts et tout ça, c'est génial en termes de vitrine pour quand même présenter un travail au monde de manière économique, authentique et tout. Ça, c'est trop bien. Mais la partie moins cool, c'est que moi, je trouve, c'est très perso, hein, mais j'aime bien ce truc de mystère des acteurs. J'aime bien ne pas savoir avec qui machin couche, où sort machin, qu'est-ce qu'il fait de ses vacances à Marseille. Oui, tu t'en fous en fait de la vie. Je m'en fous. Et je trouve ça encore plus... Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait des symboles, des sex symboles, ou des gens qu'on admirait grave parce qu'on pouvait se faire des films sur leur vie. Oui. Et là, quand on voit tout leur life... Oui, du coup, ça casse. C'est un peu... Pour moi, il n'y a plus de grands... Putain, j'allais dire encore... De grands idoles. J'allais dire un Alain Delon. Non, mais je te jure, j'arrête pas d'avoir des gens pour les mettre. J'ai que des gens, tu couperas. Non, mais il y a plus de... Bah non, c'est hyper intéressant. Enfin, non, mais j'apprécie pas. En plus, pour le coup, j'ai pas vu beaucoup de films avec Alain Delon. J'ai pas d'affect particulièrement avec lui, mais ma grand-mère m'en parle. Ouais. C'était... Non, mais le gars... Enfin, toutes les meufs... Même Claude François, pareil. J'adore. Non, mais du coup, est-ce qu'il faut séparer l'homme de l'artiste ? Pour toi ? Non. Non, parce que c'est une personne. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui fait de l'art. C'est pas... Oui, bien sûr. Non, mais tu vois, dans le sens où c'est tout le débat en ce moment. Là, tu vois, parce que c'est très drôle, effectivement, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est... Mais il y en a tellement. En même temps, on a un peu l'impression en ce moment que tout le monde a des cas. Enfin, avant, fallait être un connard pour faire ce métier. T'as l'impression que ça allait ensemble, tu vois. Si t'étais clean, non. Il y a un truc un peu comme ça. Et est-ce que, du coup, justement, dans ce fameux débat, du coup, ouais, est-ce que on appelle au boycott ? Est-ce qu'il faut arrêter de financer ces mecs ? Tu vois, toi, ta position là-dessus Oui, comment dire ? Je pense qu'il y a tellement de gens talentueux que financer des gens qui ont des casseroles au cul, c'est peut-être pas super chouettos. Et ça fait prendre le risque qu'il y ait d'autres victimes. Donc, je suis pas méga pour. Ouais. Maintenant, j'ai du mal... un film qui a été réalisé par une personne problématique qui est en cours de jugement, j'ai du mal à être aussi tranchée en me disant il ne faut pas regarder ce film parce que je pense à toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Et en fait, pour elles, ça me fout vraiment les boulasses, quoi. Ouais. Donc, est-ce qu'il faudrait trouver un système et des gens qui ne savaient pas... Enfin, par exemple, une sortie de film où, avec la sortie du film, on apprend que truc, mais l'équipe technique, les autres comédiens n'étaient pas du tout au courant du truc et qui, du coup, se font défoncer la tronche. Oui, ça me fait vachement... Oui. C'est les répercussions qu'il peut y avoir autour qui parce que c'est pas un film, c'est pas un gars. Et donc, je suis pas en train de dire on s'en fout pas du tout. Heureusement qu'il y a une grosse révolution. Mais je m'interroge.
Donc, j'ai envie de répondre, je ne sais pas, parce que je suis pas encore sûre de t'es pas encore sûre. Et par exemple, comment tu te positionnes face à... parce qu'il y en a qui finissent par être jugés. Parce que pendant longtemps, les hommes n'étaient juste pas jugés. Maintenant, il y en a qui sont jugés. Quelqu'un qui est correctement jugé et qui fait sa peine, par exemple. Mais une vraie peine. Enfin, quelque chose d'un peu conséquent et cohérent. Pas juste quelqu'un contre qui on a porté plainte et qui a été classé sans suite, mais quelqu'un qui a purgé, etc. Est-ce que tu penses, du coup, parce que c'est ça le principe de justice, c'est de donner des secondes chances aussi et de dire, bon, bah, entre guillemets, c'est une nouvelle, ce serait une forme d'éducation plus tardive, en fait, la prison ou toutes les différentes peines qui peuvent être appliquées. Est-ce que quelqu'un qui a purgé sa peine et qui se montre exemplaire, on peut lui donner une seconde chance dans ce métier-là ou pas? Bah, ça, j'ai envie de dire, chacun. Non, mais chacun fait. Le tourneur de Bertrand Cantat, s'il trouve que c'est une bonne idée et que lui, ça lui va très bien qu'il ait fait sa tôle et tout ça, ça lui va très bien qu'il ait fait sa tôle. Moi, j'irais pas payer mon billet pour aller voir Bertrand Cantat. Parce que j'ai pas envie de voir un mec qui a buté une femme en train de pousser la chansonnette. C'est un truc qui me... Je peux pas oublier un truc pareil. Oui. Mais je trouverais ça... mais de dire c'est interdit, je pense que c'est un peu dangereux parce que ça revient à une forme de fascisme, finalement. C'est-à-dire, non. C'est trop extrême. Ouais, je trouve que c'est... Chacun, si t'as envie de payer ton billet, tu payes ton billet. Moi, Léa Bienvenue, jamais de la life. Mais j'ai envie que les gens puissent avoir le choix de le faire ou pas. Je trouve que c'est quand même très... Ouais, je trouve que c'est un peu fâcheux, cette manière de penser. Okay. Et l'art, pour toi, c'est politique? A fortiori, oui. Je pense que ça l'est parce que comme ça représente... là, je parle du cinéma, je parle de l'art en général. Comme tu veux. Pour le cinéma et le théâtre, comme je trouve que les œuvres cinématographiques et théâtrales représentent notre société, ça l'est parce que en termes de représentation, c'est important que ça reflète à exactitude. Moi, ça me fait chier quand on me raconte... J'adore... En fait, ce que je n'aime pas dans le terme œuvre politisée, c'est que j'ai pas envie qu'on me serve un discours politique, qu'on me le prémâche et qu'on me dise il faut que tu penses comme ça. Sinon, c'est-à-dire que c'est une mauvaise personne. Oui. Moi, là-bas, je viens pour qu'on me raconte une histoire, donc je comprends pas de quoi tu parles. Donc ça m'intéresse pas trop. Mais ce qui m'intéresse, c'est une construction politique. Par exemple, une personne qui fait un théâtre sur le communisme. Ce qui est intéressant pour moi, c'est la manière dont il gère la construction du spectacle, elle soit à l'image du spectacle. Oui. Si tu me fais un truc, une pièce de théâtre public avec des subventions à tire-larigot sur le communisme et que tu traites tes stagiaires, tes comédiens comme de la merde... Oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, je suis plus sur la construction... j'aimerais que l'art soit politique dans la manière de construire un projet. Et dans les représentations, j'ai envie qu'on voit des homosexuels pas comme des gens marginaux, comme des gens qui vivent la même life que nous. Comme on voit n'importe qui, en fait. Voilà, des gens gros, des gens qui ont pas le franco-français, machin, l'histoire de Suleiman. Ça, pour moi, c'est politique. Oui. Mais Oui, c'est politique sans être agressif. Exactement. Du coup, moi, je crois que c'est bon. J'ai tout. T'as tout? J'ai tout, je crois. Il y a quelque chose que toi, que t'aimerais ajouter? Non? Ok, super. Et écoutez, merci à tous si vous êtes arrivés jusqu'au bout, d'avoir écouté le premier épisode de L'Art et les Manières. Ouais. Merci Léa d'avoir été mon crash test ultime, malgré d'avoir bravé tout ça. Merci à ma Manon internationale qui s'occupe de la direction artistique de ce podcast, qui est juste ma vie, mon encre et sans qui je pourrais pas faire ça. Et merci à tous. Bisous. Bisous.